Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la campagne des cantonales dans le Rhône. Dimanche, la gauche espère bien conquérir le 8e canton de Lyon. Gros plan sur la CRIRAD, le seul organisme indépendant de recherche et d'information sur la radioactivité. Enfin, des maquettes de décors d'opéra joués au 19e siècle s'exposent actuellement aux archives municipales. Mais on commence cette édition avec cet accident dramatique en fin de matinée à la halle Tony Garnier. Un technicien de 26 ans affecté au montage de la scène a fait une chute de 15 mètres de haut. Inconscient à l'arrivée des secours, il a succombé avant son transfert à l'hôpital. Le concert de Jamiroquai, qui devait avoir lieu ce soir à la halle Tony Garnier, a donc été reporté à une date ultérieure, pas encore fixée. À retenir également dans l'actualité la campagne d'entre-deux tours des cantonales dans le Rhône. À Lyon, le 8e canton attise bien des convoitises. Le socialiste et maire du 3e arrondissement, Thierry Philippe, espère bien en tout cas le faire basculer à gauche, Leïla Kessi. On l'annonçait serré, la bataille sera en fait très serrée dans ce 8e canton lyonnais. Arrivé en tête du premier tour, Lionel Lassagne, le conseiller général sortant, compte seulement 202 voix d'avance. Je fais 32%, mon adversaire en fait 29%. Le match sera serré, c'est pour ça que celles et ceux qui se reconnaissent dans mon action depuis 8 ans à leur service, eh bien je les invite vraiment à venir voter dimanche. Chaque voix va compter. Un calcul plutôt simple que Thierry Philippe a d'ailleurs bien compris. Le maire socialiste du 3e compte sur un bon report des voix à gauche, soit près de 18% des suffrages au total pour faire le plein. Je suis au 2e tour le candidat de toute la gauche, des centristes et des démocrates. Il y a des bureaux de vote classiquement à gauche dans lesquels il y a des taux d'abstention de l'ordre de 70%. Donc je compte sur ces électrices et sur ces électeurs. Pour les deux candidats, pas de doute, les abstentionnistes seront bien la clé de ce 2e tour et pas seulement dans le 8e canton lyonnais. Compte tenu du taux d'abstention, il suffit qu'il y ait 10% des électeurs de gauche qui se mobilisent dimanche pour que la gauche gagne le Conseil général. Le Conseil général, c'est important, c'est une collectivité qui gère un budget d'1,6 milliard d'euros au service des personnes, au service de l'humain. Autre inconnu enfin de ce second tour, le vote des électeurs du Front National. Dans le 8e canton, le parti d'extrême droite a réalisé près de 13% des voix. Voilà, je vous donne aussi. Et puis la droite dans le Rhône, comme partout en France, est toujours aussi divisée quant à la position à adopter face au candidat justement du Front National. Jacky Darne, pour le Parti Socialiste, dénonce ainsi le silence de Michel Mercier, qui ne s'est toujours pas prononcé en faveur des candidats dits républicains. À l'inverse de Michel Noir, pour l'ancien maire de Lyon, c'est clair, mieux vaut perdre une élection que perdre son âme. De son côté, Europe Écologie Les Verts fait appel à ses leaders nationaux pour soutenir ses candidats encore en lice dans le département. Cécile Duflot s'est ainsi rendue dans le canton de Vaugneray tout à l'heure en fin d'après-midi, aux côtés de Jean-Charles Colas. Dans ce canton périurbain, Europe Écologie Les Verts, qui au premier tour a devancé le Parti Socialiste, espère créer la surprise et battre le conseiller général sortant, l'UMP Georges Barriol. Quand on voit le climat et l'ambiance dans laquelle on se trouve au milieu des pêchers en fleurs et qu'on se dit qu'une autoroute risquerait de traverser ce paysage, si on peut utiliser l'argent public pour des projets beaucoup plus utiles, notamment pour freiner le développement du transport par la route et des camions qui contribuent à la pollution qui est aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise une catastrophe pour la santé publique, on peut le faire. Donc c'est vraiment changer de politique, choisir une politique publique différente. Le premier panache de particules radioactives en provenance du Japon et de la centrale de Fukushima a donc survolé la France aujourd'hui. Si pour l'heure les risques sont minimes, la situation pourrait bien évoluer. La CRIRAD, en tout cas, reste en alerte. Basée à Valence, c'est le seul organisme indépendant de recherche et d'information sur la radioactivité. C'est le gros plan de la semaine. Il est signé Benoît d'Autriche. Allô, la CRIRAD, bonjour. À Valence, depuis 2 semaines, le téléphone n'arrête pas de sonner. La CRIRAD, association indépendante qui surveille la radioactivité de l'air, explique, analyse et rassure. Oui. Votre petit garçon de 5 mois, vous pouvez vraiment le sortir aujourd'hui sans risque. Les risques sont très très faibles.
Les risques, ce sont ceux dus aux nuages radioactifs qui passent au-dessus de la France, évidemment. Tous les jours, grâce à 5 balises comme celle-ci, dans toute la vallée du Rhône, la CRIRAD mesure la radioactivité de l'air et diffuse ses observations. Ce que l'on s'attend à mesurer, ce sont des niveaux extrêmement faibles. Si jamais ces prévisions s'avéraient inexactes, avec ce système, on va pouvoir s'en apercevoir rapidement. Mesurer, puis en tirer des conclusions dans cet ordre. En apparence, ça n'a l'air de rien. Pourtant, la CRIRAD est ultra sollicitée depuis le séisme. La raison, le silence de l'autorité nucléaire japonaise qui assure que la radioactivité n'a pas augmenté ailleurs que sur le site de la centrale. Des résultats contredits par la CRIRAD. Nous, on a la preuve que c'est pas vrai. À plus de 100 km, 150 km, même jusqu'à Tokyo, nous, on sait que depuis déjà plusieurs jours, il y a une contamination importante de l'environnement. Et les médias japonais, pour avoir l'info, passent par la CRIRAD qui, elle, a l'info de là-bas. C'est ça qui est assez délirant. En France, l'agence de sûreté nucléaire assure elle aussi qu'il n'y a aucun risque. À Valence, on est beaucoup moins catégorique. Le petit épisode qu'on voit en ce moment, j'ai bien peur que ce ne soit pas le dernier. J'ai bien peur de ça. Et qu'on ait des quantités de radioactivité qui puissent arriver dans les semaines qui viennent, peut-être beaucoup plus importantes. Dans les semaines qui viennent, la CRIRAD va donc continuer à mesurer. Elle gardera aussi un œil sur le Japon, où plusieurs réacteurs de la centrale menacent toujours d'exploser. La justice grenobloise donne son feu vert à l'extradition vers la Serbie de Milorad Momic. Cet ancien paramilitaire de 47 ans, employé sous une fausse identité dans une entreprise de Vaux-en-Velin, avait été arrêté fin janvier dans le Nord-Isère. Il est soupçonné d'avoir participé au massacre de Srebrenica. C'était en juillet 1995. Cours un peu particulier cet après-midi à la faculté de médecine de l'université Lyon 1. Une soixantaine d'étudiants, tous niveaux confondus, apprennent cette année le langage des signes, une matière proposée en option depuis maintenant 2 ans et qui remporte un franc succès, un enseignement à forte valeur ajoutée. Ça nous paraît important que les professionnels de santé puissent avoir une initiation à ce mode de communication gestuelle et visuelle, de manière à ce que les patients qui ont des pathologies, comme tout patient, entendant ou pas, puissent avoir une égalité d'accès aux soins. Mais ce n'est pas un cours pour apprendre la totalité de cette langue, c'est un niveau d'initiation. Direction à présent les archives municipales de Lyon où sont exposées actuellement des maquettes de décors d'opéra joués à Lyon au XIXe siècle. Une collection unique en son genre, tout comme sa mise en scène. Arnaud Fora. C'est bien connu, le décor sert souvent l'histoire pour raconter ou comme ici, retracer et revivre les temps où Lyon et l'opéra, c'était toute une histoire. Il est interdit de rentrer avec des armes, des épées. Il est défendu à tout spectateur d'avoir son chapeau sur la tête lorsque le rideau est levé. Aujourd'hui, le rideau est levé sur ces maquettes, précieusement gardées, seule trace des décors éphémères. On descendait des cintres enroulés, donc voilà, un temple, vous voyez, un temple chinois ou hindou, il servait pour les pêcheurs de perles, il servait pour l'Acmé, il servait pour Madame Butterfly. Voilà, on montait un décor en une demi-journée. De la maquette à la réalité avec comme support à cette exposition le décor des Huguenots, l'un des grands succès de l'opéra à Lyon, avec plus de 1000 représentations de 1835 à 1902. Mais plus que les grands succès, ces maquettes nous font surtout revivre l'opéra d'époque bien loin des convenances actuelles. On peut jeter des fruits, on peut jeter des légumes, on peut jeter des chaussures, des cannes, mais peut-être la chose qui est la plus injurieuse pour l'artiste, c'est de jeter des sous. Vous voyez, ça le ravale vraiment aux chanteurs de rue. Et ça, il le vit très très mal. Spectaculaire, c'est le titre de cette exposition à découvrir aux Archives municipales de Lyon jusqu'au 2 juillet. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.